Après plus de 8 ans d'absence, cette saga est de retour au cinéma pour nous parler et nous ramener aux origines de son grand méchant. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de la saga Hunger Games et plus précisément de son dernier opus, La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur. Un film qui comporte beaucoup de références et de messages cachés qu'on va voir ensemble. Les Hunger Games, c'est parti et puis ce soir vous êtes favorable. Monsieur Snow, laissez-moi vous poser la question une dernière fois. À quoi servent les Hunger Games? Ce sont les choses auxquelles nous tenons le plus qui nous détruisent. Je tourne cette vidéo le 19 novembre et il faut savoir que le 20, donc le lendemain pour moi, je tourne un nouveau concept qui va sortir peut-être la semaine suivante. Donc je vous invite à vous abonner pour ne pas le louper. Vous allez voir, il est quand même vachement cool. Bon, Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. De quoi ça nous parle? Déjà, ce n'est pas une suite aux 4 premiers films Hunger Games, c'est un préquel qui, comme son nom l'indique, se passe avant l'histoire originale et exactement 64 ans avant. On est au niveau de la 10e édition des Hunger Games et on suit un personnage du nom de Coriolanus Snow. La famille Snow, qui était auparavant une famille riche et fière, se retrouve maintenant dans la galère. Ils luttent pour rester au Capitole et leur seul espoir, c'est Coriolanus. Ce dernier est à l'université, il est à ça d'avoir son diplôme et d'avoir une belle bourse et une belle carrière devant lui, mais il reste une étape à franchir. Cette étape, c'est d'être mentor d'un tribut des Hunger Games. Et il va être assigné à une jeune fille du district 12, Lucy Gray Bird. Au début, il voit cette mission comme un calvaire, mais Lucy Gray a réussi à captiver le public. Et donc Snow, il voit une opportunité d'arriver à ses fins, et ce, quel qu'en soit le prix. Alors bon, 2-3 petites choses à savoir avant de commencer la critique de ce film, c'est que les 4 premiers opus Hunger Games qui sont sortis entre 2012 et 2015, je les ai vraiment kiffés. Voilà, c'est une saga, dès qu'elle passe à la télé, je la regarde et tout. Franchement, j'aime beaucoup. J'ai pas mal de références, j'ai pas lu les livres, mais tout ce qui est film, je suis bien calé. Je pense honnêtement, mon préféré c'est le 2, l'embrasement. Je le trouve assez ingénieux, entre les pièges, les meurtres, tout ça, enfin... C'était vraiment propre. Le 1 est bien également, tu comprends l'histoire, l'enjeu, les dangers que chaque personnage encourt, tout ça. Et il y en a pas mal qui sont un peu plus dubitatifs au niveau du 3 et 4. C'est une seule et même histoire, mais qui s'est fait en 2 parties. Et personnellement, moi je les aime bien parce que je trouve qu'ils approchent le concept de Hunger Games, qui est relativement difficile à renouveler, d'une manière différente, ce qui fait que, bah voilà, il y a quand même cette petite touche d'originalité qui fait que t'as pas l'impression de revoir à chaque fois la même chose. Voilà ce que je pense des 4 premiers films. Et d'ailleurs, je tiens à rajouter un petit truc sur ces films, c'est que il y a un truc que je comprends pas et vous allez peut-être pouvoir m'aider. J'ai lu et entendu plusieurs fois qu'on qualifiait ces films de teen movie. Un teen movie, donc en français c'est film pour adolescents. Ça met en jeu des ados, du coup, comme son nom l'indique, qui ont entre 13 et 19 ans, puisqu'aux États-Unis la majorité c'est 21. Et la définition d'un teen movie, c'est que ces adolescents, on va les voir dans leur quotidien évoluer et être confrontés au monde des adultes. Alors il y a d'autres films, je tolère qu'on dise ça, notamment sur Twilight et Divergente. Si tu veux, je suis à peu près d'accord. Labyrinthe à la limite, mais je trouve que c'est différent. Mais Hunger Games, pas du tout. Enfin, je comprends pas qu'on dise que c'est un teen movie parce que, ok, nos personnages principaux, ils ont quoi? Ils ont 17 ans ou 18. Donc, ok, ce sont des adolescents pour les Américains, mais ensuite, le reste, on ne l'a pas. C'est pas leur quotidien, les Hunger Games, ils passent pas toute l'année à s'entretuer, et encore heureux, hein, d'ailleurs, parce que sinon, ça serait quand même vachement flippant, le monde dans lequel ils vivent. Et c'est pas non plus des ados qui se confrontent au monde des adultes. À la limite, ces ados-là, ils vont se confronter à d'autres adolescents dans l'arène, ou au pire, ils vont se confronter à eux-mêmes. Donc vous voyez, ce côté teen movie, je le comprends pas forcément. Après, c'est peut-être moi, si ça se trouve, c'est moi qui n'ai pas réellement compris ce que c'était. Donc c'est pour ça que je vous invite à me dire ça en commentaire. Bon, c'est bon, les bases sont posées, maintenant on va pouvoir s'attaquer au film. Je tiens à dire que ce film Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, vous n'avez pas besoin de voir les 4 premiers films avant. C'est vraiment accessible à tout le monde. Si tu n'as pas vu les films avant, tu peux aller au cinéma, tu vas pas être paumé dans l'histoire du tout. Et c'est l'avantage d'un préquel d'ailleurs, ça te ramène aux origines et ça peut même t'attirer à aller voir les films originaux après, tu vois. Mais voilà, tu seras absolument pas paumé, donc si tu as envie d'un peu d'action et d'un peu de suspense et tout, je t'invite à aller voir ça.
Et ensuite, pour ceux qui sont fans de la saga ou qui connaissent cet univers, et ben c'est vraiment bien parce que il y a des petites références calées à droite, à gauche, qui font toujours sourire quand tu l'as. Mais il y a un autre truc qui est bien, c'est que dans ce film, certaines choses qui étaient juste placées là comme ça dans les films originaux, et ben là, on va les retrouver dans cet opus et elles vont prendre du sens. Je pense notamment à une musique. Je spoil pas, je pense notamment à une musique. Vous allez le voir. Si vous avez vu le film, vous comprendrez à laquelle je fais référence. Quand je l'ai entendu dans ce film, évidemment, j'ai repensé au film précédent. Et après, j'ai fait ah, ça prend tout son sens. Je comprends mieux maintenant les paroles de cette chanson, tout ça. Donc voilà, il y a quand même une plus-value pour un fan d'aller voir ce film. Et le troisième point qui m'incite à vous en parler et à vous conseiller d'aller le voir, c'est que je l'ai trouvé trop bien. Ça va pas plus loin que ça. Hein. Je pense que parmi les 5 films Hunger Games maintenant, pour moi il est top 1. C'est le meilleur, je l'ai trouvé vraiment génial. Et c'est pas dû à un changement de réalisateur ou quoi, c'est parce que c'est toujours le même, c'est Francis Lawrence qui le fait. Mais ouais, il est trop bien celui-là. L'histoire est cool et j'ai vraiment envie de rendre hommage à l'autrice parce que oui, Hunger Games à la base c'est pas des films, une idée qui sort de la tête paf d'un réal ou quoi. Non, à la base c'est des livres écrits par Suzanne Collins et j'ai envie de lui rendre hommage et de lui dire un grand bravo parce que cette histoire, elle est génial, juste génial. C'est le 5e film de cette saga et réussir à nouveau à renouveler ce concept sans qu'on ait cet aspect où c'est redondant, enfin c'est impressionnant quoi. Il y a des trucs qui tournent en boucle sans arrêt, il y a certaines sagas, genre 40 ans après, ils vont te refaire le même film copier-coller mais avec des effets spéciaux plus développés. Là on a un même concept et voilà, t'as l'impression de voir quelque chose de différent à chaque fois. Donc c'est quand même fort, je trouve. Et ce qui est bien, c'est que dans ces films, et je pense certainement dans les livres, on retrouve ces messages cachés, notamment j'ai vu un message sur la télé-réalité et les médias d'aujourd'hui. Alors bien que notre réalité soit pas aussi violente, il y a quand même ce point commun entre les Hunger Games, enfin ce film Hunger Games et la télé-réalité d'aujourd'hui, c'est que le vainqueur, c'est celui qui arrivera à attirer la sympathie du public, ni plus ni moins. Il y a quelque chose d'autre que j'ai interprété dans ce Hunger Games et c'est grâce au visuel de ce film. Alors visuellement c'est très beau, on aperçoit un vieux Panem, alors un vieux Panem, plutôt un Panem sans toutes les technologies qu'on a dans les films originaux. Mais il n'est pas moins classe, hein. Il reste quand même toujours très beau, très grand, c'est des espaces toujours assez vastes. Et surtout, on trouve toujours cette différence entre la vie au Capitole et la vie dans les districts. Comme depuis le début de la saga, qu'on peut interpréter par le fait qu'il y a une différence entre les gens qui vivent bien et ceux qui sont dans le besoin. Mais la petite chose qu'on ajoute dans ce film, c'est que j'ai interprété comme la classe moyenne. Et cette image de la classe moyenne, elle passe par la famille Snow. Comme j'ai dit dans le résumé, la famille Snow, voilà, elle est un peu en galère en ce moment, mais elle vit au Capitole. C'est vraiment un peu l'image de la classe moyenne. Ils sont trop pauvres pour être parmi les gens les plus reconnus du Capitole, mais ils sont trop riches pour pour qu'on compare ça au niveau de vie qu'ils ont dans les districts. Alors, on a vu des messages cachés à travers l'histoire en elle-même, les décors, mais également à travers les acteurs, et notamment celui de Coriolanus Snow. Il est interprété par Tom Blyth, je sais pas comment on dit exactement, mais la seule chose que je peux dire sur cet acteur, c'est que il joue vachement bien, ça marche très très bien, il est très charismatique, il arrive bien à jouer ce personnage intelligent et stratégique. Si les Hunger Games nous montrent bien jusqu'où peut aller l'homme pour arriver à son but, qui pour eux, les combattants, va être la vie tout simplement, Snow nous montre également la même chose durant tout ce film. Et on retrouve ça via les actions, les choix qu'il va faire tout au long de ce long métrage. Et c'est un peu les Hunger Games dans les Hunger Games. Et dans cette partie-là qui n'est pas dans l'arène, c'est des Hunger Games où Snow en sort vainqueur, mais on va se poser la même question que pour les combattants. Il en sort vainqueur, mais à quel prix ? Alors, quant au personnage de Lucy Gray, interprété par Rachel Zegler, voilà, je l'ai trouvé trop bien, j'ai trouvé rayonnante dans ce rôle et j'espère que ça lui fera du bien à Rachel Zegler parce que la pauvre, elle n'a pas été gâtée depuis le début de sa carrière au cinéma. Alors personnellement, je la découvre ici et je trouve qu'elle joue très bien, elle est très bien dans son rôle, mais je sais également qu'elle a fait d'autres projets, notamment les 2 films Shazam qui ont vraiment flop, hein. Il n'y a pas d'autre mot, ils ont flop. Et elle est à l'affiche du prochain film live action Disney qui est Blanche-Neige et
qui suscite énormément de polémiques. Alors ok, il y a plein de trucs autour qui peuvent faire parler, je suis d'accord avec vous, mais après, ce film il sort en 2025, je crois, début 2025. On sait pas si... On peut pas juger un film qui n'est pas encore sorti, vous voyez ce que je veux dire? Si ça se trouve, là on voit des images, on va faire oh là là, ça va être catastrophique, alors que ce film est juste bien. Voilà, je trouve qu'elle ne mérite pas d'être jugée comme elle est jugée pour cette œuvre, alors que on n'a même pas vu une seule bande-annonce encore. Donc faut se calmer là, c'est tout. Puis après, pour terminer sur le casting de ce film, on a notamment Peter Dinklage et Viola Davis, voilà, qui sont bons dans leur rôle, qui ont des personnages intéressants, mais bon, je les ai pas trouvés, c'est pas leur meilleur rôle, quoi. Et le dernier point que je voudrais soulever dans cette critique, c'est la musique, parce que oui, il y en a pas mal de musique dans ce film. C'est pas une comédie musicale, hein, je vous vois venir là, non. Pas du tout. Et toutes ces musiques sont sympas, moi je les ai vraiment kiffées. D'ailleurs il y en a quelques-unes qui sont dans ma playlist perso, hein, on va pas se mentir. Évidemment je veux parler de Can't Catch Me Now de Olivia Rodrigo, qui est au générique du film, que je trouve juste trop bien. Mais je veux aussi parler des musiques qu'on a dans le film, parce que c'est Rachel Zegler qui chante ça, hein. C'est pas quelqu'un qui va doubler sa voix, tout ça, non, hein. Elle est chanteuse et elle chante super bien. Elle a une voix et tout, c'est vraiment trop cool à écouter. D'ailleurs, même si vous n'allez pas voir le film, essayez de trouver les musiques parce qu'elles sont vachement cool. Et ça rappelle un peu aussi pourquoi elle s'est fait connaître, parce qu'à la base, elle n'est pas comédienne, elle n'est pas actrice, c'est une chanteuse, c'est une fille qui a commencé à poster des reprises sur les réseaux sociaux de musique Disney ou autres, des musiques connues en fait. Et c'est grâce à ça qu'elle s'est fait repérer notamment pour jouer dans le remake de West Side Story, réalisé par un certain Steven Spielberg. Bref, c'était génial, j'ai adoré ce film et j'espère qu'il y aura une suite parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a des petits trucs à droite, à gauche qu'il faut alimenter et puis tout simplement, ça mérite une suite au vu du final de ce film. Et juste pour exemple, on a ce personnage qui est Tigris, la cousine de Snow, jouée par Hunter Schafer, qui ressemble à ça dans ce film. Et personnellement, j'aimerais bien savoir pourquoi dans les films originaux, elle ressemble à ça. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, à commenter. Dites-moi ce que vous pensez de tout ce que j'ai dit et de ce film Hunger Games. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Ciné Trip. Salut!